Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'aide chacun à décomplexer sa vision du travail pour bâtir un job à sa juste dimension. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! J'imagine le monde du travail dans 15 ans comme un patchwork où les formes d'emploi seront créatives, diverses et variées et correspondront à la réalisation personnelle des personnes qui auront fait le choix de ces formes justement de travail. J'imagine un monde du travail au service de la réalisation personnelle, la réalisation de soi de chacun des acteurs de ce marché du travail. Comment être libre de nos choix professionnels et comment s'autoriser le choix ? Comment sortir de l'effort permanent pour être dans l'action volontaire ? Roméo Cournal est coach et formateur en neurosciences. Il forme des centaines de professionnels de santé et de l'accompagnement à atteindre plus rapidement les objectifs de leurs patients et clients sans risquer la rechute. Il a créé l'accompagnement neuro-émotionnel et a mis au point une méthode exclusive d'accompagnement des victimes de traumas sexuels. Il est l'inventeur de plusieurs outils dont la GLITS, la grille de lecture des inscriptions traumatiques subconscientes. Enfin, il a coécrit Time to Rise avec le docteur Andrea Pennington. Il a par ailleurs passé 17 ans à l'accompagnement des demandeurs d'emploi dans sa première vie professionnelle. Alors Roméo distingue deux manières de vivre le travail. Celle de la survie, dans la performance et l'effort qui nous épuisent, et celle de la croissance, dans l'excellence et la pratique délibérée qui nous donne de l'énergie. Et la bonne nouvelle est que nous pouvons tous être des génies dans notre excellence. Alors à un niveau individuel, qu'est-ce qui nous pousse à sortir de ce mode survie pour s'autoriser le choix ? Et à un niveau collectif, qu'est-ce qui peut enclencher ce changement de conscience ? Roméo, tu aimes et pratiques la danse. As-tu une danse qui te représente et pourquoi ? Oh oui, alors il y a une danse que je trouve magique qui est au-dessus de toutes les danses, c'est la mazurka martiniquaise. C'est vrai que c'est difficile de parler d'une danse pour des personnes qui ne la pratiquent pas et qui ne se la représentent même pas. Et moi qui en pratique beaucoup, pour moi, c'est la danse qui est au-dessus de toutes les danses. C'est le genre de danse qu'aux Antilles, on peut danser avec une amoureuse ou avec sa tante ou avec sa grand-mère. Il y a vraiment une magie dans la mazurka. Elle me représente parce que je suis particulièrement privilégié, fier et je me sens vraiment privilégié d'être martiniquais. Je me sens vraiment privilégié d'être né sur ce petit confetti d'île qui représente un tel concentré finalement de richesse humaine. Je crois que je ne serais pas en fait qui je suis aujourd'hui, même dans des aspects purement professionnels et autres de ma vie, si précisément je n'avais pas eu ce privilège d'être né aux Antilles, en Martinique en particulier. Est-ce que ça t'a aidé dans le choix, dans l'ouverture de tes choix ? Absolument, ça m'a aidé en ce sens où, tu sais, quand on est aux Antilles, on est dans un carrefour d'influences. Je suis donc moi-même métisse de par mes parents et en plus, on voit passer des choses. On est dans la Caraïbe, on a des influences américaines, des influences hispanophones, des influences anglophones. Entre l'Amérique latine, l'Amérique du Nord et bien évidemment avec l'histoire, des influences africaines évidemment et des influences européennes. Et cette largeur de vue, cette largeur de possibilités finalement a énormément justement influé mon choix de carrière, mais également même mon niveau d'excellence, je dirais. Parce que d'avoir plus d'informations, d'avoir plus de points de vue sur un même sujet, eh bien forcément, ça donne un point de vue que d'autres n'ont pas. Tu peux nous résumer rapidement ta carrière pour que les gens comprennent ce dont tu vas nous parler après ? Alors, en vrai, j'ai commencé de façon peut-être un peu classique, donc école de commerce, j'étais donc commercial et puis j'ai bifurqué vers l'accompagnement, donc j'ai travaillé pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi, des créateurs d'entreprises
Et puis, entre-temps, j'ai rencontré les techniques de communication, la PNL, l'analyse centrée sur la personne, l'analyse transactionnelle, l'approche centrée sur la personne et j'ai découvert les neurosciences. J'ai découvert, les thérapies brèves et ça m'a ouvert un champ, mais impressionnant. J'ai découvert après la physique quantique, la biologie moléculaire et du coup, j'en ai fait mon activité principale depuis pas si longtemps que ça fait à peine 10 ans que j'en fais vraiment mon activité principale et aujourd'hui, je suis encore, donc coach intuitif, je suis praticien en thérapie brève, mais je suis surtout formateur en neurosciences appliquées et justement comme je suis particulièrement sensible à la question du temps. Je forme donc en fait les médecins, les thérapeutes et les coachs à accompagner leurs patients et leurs clients, jusqu'à 10 fois plus rapidement à leurs objectifs thérapeutiques, personnels et professionnels et sans rechute. L'idée c'est que ça a développé tout ça, mon parcours a développé chez moi a exacerbé une curiosité avec laquelle je suis né et je me suis toujours posé des questions, sur, ce qui se passe derrière. J'ai toujours voulu comprendre et les comportements, surtout les comportements les plus créatifs, étranges, je dirais, ou extrêmes et voilà et du coup, ça m'a fait, très vite m'intéresser aux principes, à ce qui se passe derrière ce qu'on voit et c'est typiquement ça pour moi, la base de ma passion pour les neurosciences. Qu'est-ce qui se passe dans un être humain quand il agit comme il agit? Et tu as également travaillé assez longtemps chez Pôle emploi? Absolument, j'ai travaillé justement, pendant 17 ans à l'accompagnement donc des demandeurs d'emploi. Ça fait un peu, hein, Oui. et particulièrement, j'ai travaillé au Pôle emploi spectacle. Donc j'ai accompagné les intermittents du spectacle, que ce soit les artistes ou les sides, les techniciens du spectacle et d'ailleurs, ça m'a ouvert encore plus le champ parce que bon, quand on parle à un artiste, on ne parle pas à monsieur et madame tout le monde. Ce sont vraiment des personnalités particulières. C'est vraiment des gens à part et je pense que quand on comprend, quand on appréhende, je ne sais pas si on peut comprendre un être humain, mais quand on appréhende un artiste, on peut un artiste et même des artistes très différents, des plasticiens, des artistes vivants et cetera, des artistes du spectacle vivant, on sait appréhender l'humain. Alors justement, tu parles de se donner le choix dans le monde professionnel et de lâcher la survie. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, l'idée, c'est qu'on est en mode survie, c'est très biologie, hein, c'est très neurosciences. Quand on est en mode survie, c'est qu'on est en train de faire face à un stress, c'est qu'on est en train de faire face à un danger. Alors, le danger, il peut être réel ou il peut être projeté, mais le fait est que le corps fonctionne de la même façon. Lorsqu'on est en survie, on est en train de se dire: «Voilà, si je ne fais pas quelque chose, mon environnement va me tuer». Tout simplement, hein, il s'agit de ça, hein. La survie, je parle vraiment de survie biologique. Alors, le souci, c'est que lorsqu'on est en mode survie, on est plus en mode automatique. Donc on a finalement le choix entre l'agressivité, la fuite ou la soumission, l'anesthésie, mais on n'est pas en mode croissance, en vrai. Et l'idée, c'est que, quelle que soit la pratique professionnelle finalement que l'on a, j'entends encore malheureusement des personnes dire qu'elles choisissent des postes de travail pour, l'aspect alimentaire, mais le souci, c'est qu'on ne peut pas croître quand on survit. Et quand on survit, on ne peut pas croître et quand on est en croissance, on n'est pas en mode survie. Ce sont 2 choses qui s'opposent, j'ai envie de dire. On a l'un ou on a l'autre. Ce sont des choses qui sont exclusives l'une pour l'autre et avoir le choix impose un préalable très, très fort, c'est s'autoriser toutes les alternatives possibles et j'ai bien dit toutes et dans toutes, il y a toutes. Il n'y en a aucune qui ne soit dans toutes et quand je parle de s'autoriser, d'un point de vue purement biologique, il va s'agir de ressentir, d'être en capacité de ressentir un sentiment de sécurité et un sentiment d'innocence par rapport à toutes les alternatives possibles. J'ai bien parlé d'un sentiment de sécurité, je n'ai pas parlé de sécurité. Parce que la sécurité n'est pas possible et elle n'est pas souhaitable dans le monde manifesté, mais le sentiment de sécurité, lui, il est absolument indispensable. Comment fait-on? Comment fait-on pour se sentir en sécurité? Oui. Pour se sentir en sécurité, il va s'agir justement de repérer, ce qui dans nos peurs finalement sont des peurs projetées. Il y a en fait des peurs qui relèvent d'inscriptions traumatiques. Alors l'inscription traumatique qu'on a à peu près tous vécue, qu'on a tous vécu d'ailleurs, c'est, celle qu'on appelle l'éducation.
Et puis, bien évidemment, on a des inscriptions traumatiques qui viennent de nos expériences de vie, des traumas de type 1, des traumas de type 2, les traumas qu'on a vécus dans un événement qui a généré chez nous une charge émotionnelle extrêmement importante et que l'on n'a pas totalement extériorisée. C'est la définition même d'un trauma. Un trauma, c'est la répression de tout ou partie de la charge émotionnelle d'une expérience. Et puis, il y a des traumas, ce qu'on appelle de type 2, qui viennent en fait d'apprentissage suite à des situations tellement répétées qu'elles ont créé des automatismes, justement. Et on a des automatismes de pensée, des automatismes de croyance, des exclusivités émotionnelles. Face à une situation, notre corps va produire inconsciemment, sans que nous en soyons conscients, et même si on en est conscient, sans qu'on y puisse vraiment grand-chose, à moins d'avoir fait un certain travail, et notre corps va produire une charge émotionnelle, toujours la même et donc va, générer un comportement qui sera toujours le même, que ce soit un comportement de stress, une réponse de stress, agressivité, fuite ou anesthésie, soumission. Comment tu arrives à avoir, on va dire, ce sentiment de sécurité, par exemple, quand tu es dans des situations assez précaires, hein, on revient sur le travail et que tu veux justement, permettre ce choix, te donner ce choix? Parce que c'est beaucoup plus dur, hein, c'est forcément plus simple quand on est quand même dans un environnement, on va dire, aidant. C'est la raison pour laquelle il est indispensable, en fait, d'être en contact avec son excellence. L'excellence va supposer un déconditionnement, hein, puisque l'excellence s'oppose à la performance. Si je suis dans un contexte professionnel où c'est ma zone d'excellence qui s'exprime, même dans des conditions précaires, j'ai des ressources pour rebondir. Et en plus, je peux faire preuve d'antifragilité, c'est-à-dire que c'est l'épreuve qui va me permettre de me renforcer. Donc, si déjà je n'ai pas peur de l'épreuve, si déjà je ne fuis pas l'épreuve, c'est nettement plus facile pour moi, effectivement, de rebondir et de me renforcer, de faire preuve d'antifragilité lorsque un chaos survient, lorsqu'une surprise survient. Mais bien évidemment, si dès le départ, je suis dans une situation, de survie, si dès le départ, je suis dans une situation où je fais je sais pas, j'ai choisi un travail alimentaire, rien que pour me faire bouillir la marmite et donc par déjà peur de me retrouver à la rue, de me retrouver dans des situations difficiles. Lorsque survient l'épreuve, parce qu'elle surviendra, le monde est suffisamment bien fait pour ça, lorsque surviendra le chaos, là, effectivement, je serai en très grand danger et effectivement, je vais dépendre de l'intervention, de tierces personnes et je vais dépendre de l'environnement précisément, qui m'entoure. Alors si cet environnement est aidant, c'est très bien, mais s'il ne l'est pas, bah, c'est dommage pour moi. Tu as parlé, on va y revenir justement parce que je pense qu'on peut aller plus loin là-dessus, mais tu as parlé de la différence entre l'excellence et la performance. Est-ce que tu peux nous l'expliquer avant qu'on continue sur ce sujet? Ah, très, très clairement, très, très clairement. En neurosciences, l'excellence n'est pas le paroxysme de la performance, elle en est le contraire. L'excellence s'oppose à la performance, c'est-à-dire que l'excellence, c'est le fruit du moindre effort, là où la performance est le fruit du plus gros effort. Pour être performant, je vais devoir alors déployer certes beaucoup d'énergie, mais encore une fois, je vais devoir faire des efforts. Lorsque je suis dans le cadre de la performance, je vais déployer encore plus d'énergie, mais je serai dans ce qu'on appelle la pratique délibérée. Et en réalité, pourquoi cette pratique est délibérée? C'est parce que cette pratique dit qui je suis. Donc, je ne suis pas en train de faire un effort, je ne suis pas en train de travailler, je suis en Dans train l'excellence, là, tu dans parles. l'excellence, oui. Mais pour que la pratique soit délibérée, il faut que justement ça réponde à des aspirations de mon soi authentique, de qui je suis vraiment, de ce que certains appellent mon moi profond, mon être véritable. Il faut précisément que ça me fasse vibrer. Alors, je peux prendre des exemples très connus. On dit que dès son plus jeune âge, Mozart passait 6 heures par jour sur un piano. Tu penses bien qu'on ne lui avait pas demandé, on ne le lui avait pas imposé. Plus près de nous, j'aime beaucoup prendre cet exemple, le golfeur Tiger Woods pouvait passer 18 heures sur un cours de golf. Tu penses bien qu'on ne lui a pas demandé. On ne peut pas soutenir un effort. Déjà biologiquement, la nature n'est pas conçue pour ça, elle est bien trop parfaite. On ne peut pas soutenir un effort 18 heures sur une journée qui en compte 24. D'accord? Par contre, on peut avoir une pratique délibérée de 18 heures sur une journée qui en compte 24. Et
Je prends simplement mon exemple, hein, récemment encore, il m'est arrivé, à la fin d'une journée de cours, je me suis pas rendu compte, hein, ça faisait 7h30 que je donnais un cours et je dis: «Bon allez, on fait une petite pause et puis on se retrouve tout à l'heure». On fait une pause d'une demi heure. Là, mes étudiants me disent: «Mais Roméo, du coup, on finit à quelle heure aujourd'hui?» Il était 22h30. Tu vois Ah oui. l'idée? Tu vois l'idée? Donc, si ce n'était pas chez moi une pratique délibérée, je ne peux pas donner 7h30 de cours, je ne peux pas soutenir un effort, je ne peux pas faire un effort pendant 7h30 pour donner un cours. Tu vois l'idée? Parce qu'encore une fois, biologiquement, ce n'est pas entendable, ce n'est pas possible. Par contre, cette pratique délibérée, effectivement, le permet et tu penses bien que si je fais quelque chose, si je passe 18 heures par jour à faire une, activité, si je passe 6 heures par jour sur un piano, il est un peu normal qu'au bout du compte, je sois un bien meilleur pianiste que quelqu'un qui passe 2 heures par jour sur un piano. On est d'accord? Si je passe 50 000 heures à faire, à faire une activité, ben, au final, je suis un virtuose de cette activité et le virtuose, c'est quoi? La définition même de la virtuosité. La virtuosité, c'est la capacité de faire très facilement ce que la plupart n'arriveraient pas à faire, même au prix de gros efforts. Et l'idée, c'est vraiment ça. Et sur le marché du travail, comme partout ailleurs, dans tous les domaines de vie, un virtuose, ça se paye très cher et ça ne se discute pas, très clairement. C'est la difficulté que j'ai trouvée à la fin de ma carrière, effectivement, au Pôle emploi, puisqu'on accompagnait également les employeurs. La difficulté que j'ai trouvée, qui existe encore, hein, dans les entreprises, où on a des personnes qui sont, choisies parce qu'elles sont performantes et puis on a des personnes qui arrivent, et qui, elles, sont excellentes. Manager une équipe de performants et d'excellence, c'est extrêmement compliqué, surtout qu'aujourd'hui, le management, reste, encore très posé sur, quelque chose qui est totalement, contre-productif, qui est la docilité. Et beaucoup de managers vont attendre de leurs, subalternes plus de docilité que d'excellence. Parce que l'excellence suppose justement une certaine indocilité. Et là, en fait, on a des soucis effectivement, au niveau managérial qui ça arrache la tête en fait de beaucoup de managers. Surtout qu'en fait, beaucoup en Europe et particulièrement en Europe latine et particulièrement en France, généralement les managers sont plus âgés que, les managés. Ce qui n'a rien d'obligatoire, hein, mais généralement c'est comme ça. On confie le management souvent à des personnes qui sont plus âgées que les personnes qui doivent être managées. Ce qui, en plus, avec, l'évolution, si tu veux, de la neurophysiologie des générations, peut être un contresens. On a des personnes qui sont, plus facilement des managers, à 30 ans qu'à 50. Alors si je résume, la performance, c'est ce que tu avais dit dans notre entretien préalable, c'est que la performance répétée produit la fatigue Oui, et l'excellence produit la virtuosité. complètement. Alors, est-ce qu'on peut être tous des virtuoses, justement, des génies? Alors si j'en crois un homonyme qui s'appelle Albert Einstein, oui et je suis complètement, d'accord avec lui. On a tous une zone de génie, on a tous une zone de virtuosité, évidemment. L'idée maintenant, c'est que comme disait toujours ce même Albert, si on juge un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il se prendra toute sa vie pour un idiot. Or, il est excellent dans la nage, mais pas dans le fait de grimper aux arbres. Et l'idée, c'est vraiment ça en fait. Tout l'art du recrutement, ce que j'ai appelé le recrutement 3.0 à l'époque, j'ai inventé ça, j'en ai pas fait beaucoup parce que je me suis vraiment, orienté sur le coaching, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Tout l'art finalement du recrutement, c'est de trouver en fait l'avatar, qui va correspondre dont les tendus du poste de travail correspondent précisément aux traits de personnalité, à la zone de génie du candidat. Alors, on est très loin des logiques de diplôme, on est très loin des logiques même d'expérience. On est sur des logiques de skills, en fait, de human skills, de genre, on emploie beaucoup d'anglicismes, en RH, mais du coup, ouais, je crois qu'on a compris, de vraiment des caractéristiques personnelles. Lorsque le collaborateur se réalise personnellement sur son poste de travail, il est forcément excellent, forcément. Et s'il est excellent, il sera épanoui.
Et en plus, un collaborateur épanoui a tendance à être encore plus excellent. Et effectivement, ce qui est là où c'est très important, je crois qu'il est important de revenir dessus, c'est que quand on demande à un performant d'être encore plus performant, il va générer de l'épuisement. Il va finir en burn-out. C'est un sujet que je connais bien puisque moi j'ai arrêté ma carrière sur burn-out. Et par contre, lorsqu'on demande à un collaborateur, d'ailleurs on ne lui demande pas au collaborateur excellent, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne lui demande pas. On ne demande pas à Tiger Woods de passer 18 heures. On ne me demande pas de passer 8 heures à enseigner. Donc, on ne demande pas à un collaborateur d'une pratique délibérée, puisque c'est une pratique délibérée. Et lorsqu'il va justement pratiquer de façon totalement délibérée, il deviendra encore plus excellent. Il va avoir des stats, comme on dit dans certains milieux, des mesures justement qui vont de toute façon exploser les plafonds et qui seront effectivement largement supérieurs à ceux des performants. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel pour essayer de trouver où est-ce qu'on va être dans ce génie, hein, dans cette virtuosité? Alors, à titre individuel, il est indispensable justement de se déconditionner, de se défaire de ces conditionnements socio-éducatifs et culturels, parce que souvent, les choix professionnels, les choix de carrière professionnelle sont dictés par des inscriptions traumatiques. J'en avais déjà fait l'observation, tu sais, pendant ma carrière au Pôle emploi, mais j'ai compris le principe lorsque j'ai mis au point un outil qui s'appelle la GLITS, la grille de lecture des inscriptions traumatiques subconscientes. Globalement, pour que les auditeurs comprennent, lorsque des personnes ont un comportement récurrent dont ils n'arrivent pas à se défaire, ou lorsqu'ils ont un comportement qu'ils n'arrivent pas justement à manifester, c'est précisément parce que le système nerveux autonome, inconscient donc, a repéré un stress, d'accord? Et du coup a mis en place des contournements. Et il se trouve qu'en fait, à la toute fin de ce parcours de lecture des inscriptions traumatiques subconscientes, je me suis rendu compte qu'on trouvait toujours les motivations subconscientes du choix professionnel. Et ça, c'est assez marquant. C'est vraiment assez marquant. Et d'ailleurs, puisque pendant un moment, justement, j'ai beaucoup accompagné, je me suis spécialisé dans l'accompagnement du burn-out, je l'avais vécu, c'était plus facile pour moi. Je me suis rendu compte qu'effectivement, systématiquement, quelle que soit la problématique pour laquelle les personnes me sollicitaient, je trouvais toujours dans leur GLITS, dans leur grille de lecture des inscriptions traumatiques subconscientes, les motivations de leur choix de carrière. Quelle que soit la situation, toutes les personnes qui ont fini sur burn-out, en fait, avaient une motivation subconsciente qui était liée à un trauma passé, à un trauma racine. Donc l'idée, c'est vraiment de repérer ça. Il est important de repérer ça et bien évidemment, puisque je parle de se déconditionner, il est important de déceler le trauma racine et de le résoudre. Après, le plus simple, même sans en passer par des choses un peu traumatiques, c'est véritablement re-questionner, en fait, ces conditionnements socio-éducatifs et culturels. Tu sais, en psychologie, on parle de drivers. Il y a des injonctions que les psychologues appellent des drivers. Et c'est juste, hein, parce que c'est vraiment, ce sont des choses qui nous drivent. Sois parfait, sois fort, dépêche-toi, fais plaisir, fais des efforts. Nous, en fait, en neurosciences, on va appeler ça des messages contraignants, parce que ce sont vraiment des messages contraignants. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, effectivement, ils nous drivent, mais ils nous contraignent. Parce que si une injonction me drive, ça veut dire que ce n'est pas moi qui me drive, Oui. déjà à la base. Et mais oui, et c'est pour ça que je préfère appeler ça des messages contraignants, puisque précisément, ce n'est pas moi qui décide. Tu imagines que 95 de nos comportements ne sont pas décidés par nous, mais par ces injonctions inconscientes, qui viennent précisément des conditionnements socio-éducatifs et culturels. Ça, c'est important. Effectivement, c'est travailler sur soi, c'est trouver un peu pourquoi on a fait ces choix-là, quelque part. Mais j'en reviens à ma question de tout à l'heure. Est-ce qu'on a cette énergie-là quand on est dans une situation, stressante, précaire? Non. Ah, on ne l'a pas. Ah, très clairement, on ne l'a pas. Mais non, puisque quand on est en survie, on n'est pas en croissance. Or là, c'est une démarche de croissance. L'idée, il y a pas de mystère, il faut se faire accompagner pour ça. Il y a pas de mystère. Parce que précisément, lorsqu'on est en situation délicate, on n'a pas l'énergie déjà on a à peine l'énergie pour garder la tête hors de l'eau, donc on n'a aucunement le recul. C'est ça. Et l'idée, c'est vraiment de faire un pas de côté,
de faire un vrai repos. D'ailleurs, tu sais, quand j'accompagnais les personnes en burn-out, j'exigeais qu'elles soient en vacances. Et je ne les accompagnais que quand elles étaient ou en période de maladie, ce qui n'était pas très difficile, parce que généralement, ils n'étaient pas en point du tout, ou qu'elles soient en vacances. J'exigeais ça et même que j'ai organisé l'accompagnement où je les extrayais de leur environnement quotidien. Par exemple, des personnes qui bossent, je sais pas, dans des quartiers d'affaires, à Paris et cetera, je les extrayais, je les emmenais en Tunisie. Je les emmenais en vacances et là, en fait, on travaillait. Parce que là, il est important d'avoir un recul, de ne pas être sollicité par les stimuli quotidiens pour justement donner au cerveau, au système nerveux, une certaine ouverture d'esprit qui va rendre en fait la personne enseignable. Dans notre métier, on dit coachable. Et cette personne, ce n'est que dans ces conditions-là que cette personne peut justement trouver de nouveaux repères parce qu'elle n'a plus ses repères au quotidien. Et ça, et encore une fois, il n'y a pas de mystère, il faut se faire accompagner. On ne le fait pas seul, ce chemin-là. Alors, tu as justement parlé du burn-out comme quelque part déclencheur, qui fait que tu te dis, là, les personnes vont se dire, il y a un problème, il y a quelque chose qui bon, qui est pas juste pour moi, c'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres déclencheurs? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres motivations individuelles qui nous forcent un peu quelque part à sortir de cette survie, à vouloir aller vers cette croissance? Alors, la nature est suffisamment créative pour ça, mais il y a un principe, hein. Le cerveau étant une machine homéostatique, un système d'homéostasie, les êtres humains, tant qu'ils ont le choix entre faire pareil et faire différemment, dans 100 du cas, ils font pareil. Et c'est la raison pour laquelle malheureusement, et ça a été mon combat pendant 20 ans, hein, enfin depuis même plus que ça, et jusqu'à présent, de dire aux gens: «Mais n'attendez pas de ne plus avoir le choix». Mais je crois qu'effectivement, c'est une loi naturelle. Les gens attendent de ne pas avoir le choix. Alors du coup, j'ai trouvé une autre stratégie, c'est que j'arrive à leur faire comprendre qu'ils n'ont pas le choix, même s'ils ont l'impression de l'avoir. Je crois que c'est le travail de tout thérapeute, de tout coach, de tout accompagnant, de bien faire, de bien montrer en fait, à l'accompagné qu'il n'a pas le choix. Sinon on attend l'AVC, on attend le cancer, on attend le burn-out, hein, il y a pas de souci, mais on peut faire ça aussi, hein, il y a pas de souci. Mais au moins, je préfère prévenir les personnes, très tôt en amont parce qu'on connaît les signes avant-coureurs de l'épuisement professionnel et il m'est arrivé de dire à bien des personnes: «Écoute, contacte-moi le lendemain de la biopsie». Les personnes me disent: «Mais Roméo, je suis pas malade». «Oui, je sais, mais rappelle-moi, quand tu auras les résultats de ta biopsie». Généralement, ça prend pas 6 mois. Alors, à l'inverse, il y a des personnes qui sont déjà dans l'excellence, heureusement, tout Oui, de même, hein, oui, mais qui peuvent avoir du mal quand même à se départir de certains diktats de la société. oui, Parce que justement, elles vont avoir l'impression que pour elles, c'est fluide et que quelque part, la société, on a un peu des croyances comme le travail est un labeur ou il faut trimer pour réussir et qui du coup, bah, se compliquent peut-être la situation alors qu'il n'y aurait pas besoin. complètement. C'est ce que certains ont appelé, le syndrome de l'imposteur, qui est, très fréquent effectivement chez les personnes excellentes, les personnes dont on dit qu'elles sont à haut potentiel. Ce syndrome de l'imposteur, déjà, en soi, est une lecture qui, à mon sens, est biaisée. Parce que du coup, pourquoi est-ce que ce serait un imposteur? La vraie question, elle est là. L'idée, c'est quoi? Lorsque des personnes sont dans cette, situation, ça veut dire que ce sont des personnes qui n'ont pas pu, cacher leur excellence, qui n'ont pas pu réfréner leur excellence, mais qui sont encore sous le coup de certains, diktats, comme tu dis, qui sont encore sous le coup de conditionnements socio-éducatifs et culturels et vont culpabiliser finalement, à faire très facilement ce que d'autres n'arrivent pas à faire, même au prix de gros efforts. L'idée, c'est bien sûr de se débarrasser de ce sentiment de culpabilité. Du point de vue où je regarde, l'être humain a un seul ennemi, qui n'est pas du tout la peur, mais qui est la culpabilité. D'accord? La bonne nouvelle, ce que je dis aux personnes tu sais, des personnes qui font le développement personnel est très à la mode. Alors, je rappelle pour les personnes qui me connaissent que je ne fais pas de développement personnel et que j'ai même inventé l'alternative au développement personnel, qui est l'accompagnement neuro-émotionnel. Et les personnes qui font du développement personnel, ce sont justement ces personnes-là qui se disent, «Ouais, j'ai le syndrome de l'imposteur» et je leur dis: «Bonne nouvelle». Lorsqu'on ressent cet état émotionnel que l'on qualifie de syndrome de l'imposteur, moi je l'appelle le syndrome du génie.
c'est que précisément, on est en croissance. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et qu'en plus, on est en train de toucher à sa zone de génie, justement. C'est pour ça que je l'appelle la zone le syndrome du génie et plutôt que de lutter contre le syndrome de l'imposteur, ce que je recommande, en fait, aux personnes, c'est de prendre conscience, justement, qu'elles ont trouvé leur zone de génie et de s'inscrire dans ce que Bob Marley appelle l'émancipation de l'esclavage mental. C'est vraiment s'émanciper du regard de l'autre et donc guérir sa blessure narcissique. Du fait qu'on a tous reçu une éducation, donc on a tous reçu le trauma éducatif, on a tous développé une blessure narcissique, la peur de mourir par un manque d'attention. On a eu raison de le faire hein, parce qu'on ne serait pas là pour en parler sinon. Cette blessure narcissique se manifeste par ce que Moussa Nabati a appelé la dépression infantile précoce, que je vais traduire par une compulsion comportementale que l'on a à capter l'attention de l'autre, à garder l'attention de l'autre et à ne pas perdre l'attention de l'autre. Ce sont bien 3 choses différentes, hein. Hem Et ça, en fait, quand on a guéri sa blessure narcissique, on n'a plus, en fait, ces soucis de syndrome du sauveur, de l'imposteur, je veux dire. Et l'idée, c'est vraiment ça. L'idée, c'est que pour les personnes qui, justement, traversent cette joie, cette épreuve du syndrome de l'imposteur, bah, justement, sachez que la réponse est dans l'émancipation. La réponse est dans la guérison de la blessure narcissique. OK? La seule réponse que je connaisse est celle-là et en plus, elle fonctionne toujours. C'est sympa. Alors, si on revient à un niveau collectif, quelle évolution de la société, et alors évolution au pluriel ou une évolution, hein, à toi de me dire, pourrait enclencher ce changement, on va dire, de conscience, donc un peu plus global, qu'on soit vraiment en recherche de cette excellence et qu'on sorte de ce mode de survie, hein, si je résume? Le chaos, je crois que tu sais, j'ai longtemps pensé, j'ai longtemps même espéré, qu'il y avait possibilité qu'il y ait un changement de paradigme, mais l'histoire de l'humanité m'a vite fait, prendre conscience de choses. Une civilisation ne change pas de paradigme, en fait. Une civilisation ne peut pas changer les paradigmes sur lesquels elle est posée. Elle va péricliter, elle va décliner, elle va disparaître et une autre civilisation va prendre la place, avec de nouveaux paradigmes. Mais dans l'histoire de l'humanité, regarde bien, hein, on a vu aucune civilisation changer de paradigme, à moins d'avoir disparu. Et c'est pour ça que ma réponse peut être surprenante, mais je n'en vois pas d'autre. Le chaos, le chaos. J'ai beaucoup travaillé avec des collègues à l'époque sur les formes d'emploi, les formes créatives, mais ça ne marche pas en vrai, ça ne marche pas. J'ai un exemple très, très récent. Ma propre fille, qui a 19 ans, hein, elle a quitté en fait une entreprise dans laquelle elle était en alternance. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'y retrouvait pas. Alors je te le donne en mille, hein, elle travaille dans le digital, dans une entreprise qui fait justement du digital, d'accord? Qui est spécialisée une très, très, très bonne boîte, qui est spécialisée dans justement, le marketing digital. Et son manager lui refuse 2 jours de télétravail. Tu vois l'idée? Quelle est la raison qu'évoque le manager? Des questions de confiance. Donc, tu fais travailler quelqu'un qui effectivement est un génie, hein, en vrai. Dans son domaine, elle est complètement dans son truc. Tu sais cette génération de jeunes qui pensent réseaux sociaux, qui pensent marketing, qui pensent, ils sont nés avec l'informatique, ils sont nés avec ça, donc ils sont dedans et ça les passionne, je veux dire, mais complètement. Là, pour le coup, on est dans des pratiques délibérées et elle est dans une entreprise, où on lui dit: «Ben non, pas de télétravail». Tu vois, les fautes professionnelles, c'est assez impressionnant parce qu'elle est en Île-de-France, donc 1h45 de transport aller, 1h45 de transport retour. Son manager qui lui dit très sérieusement de prendre un appartement plus près de son lieu de travail et il était sérieux, c'était pas une blague, hein. C'est affolant, hein, d'entendre ça en 2024 dans une boîte de digital. Donc tu vois bien qu'on a beau avoir les outils, si on n'a pas l'ouverture d'esprit, ça ne sert à rien. Je crois que c'est Richard Francis non, c'est Isaac Asimov, qui disait qu'une civilisation qui produit plus de technologie que de sagesse court à sa propre perte et je crois qu'effectivement en tout cas, je ne vois pas d'autre solution que le chaos
Quand tout se sera bien cassé la gueule, à partir de ce moment-là, on va reconstruire quelque chose de neuf. Est-ce qu'il y a une demande? Justement, tu as pris l'exemple de ta fille, donc Oui. des générations, qui arrivent Mmh. derrière nous, qui bougent beaucoup plus rapidement si ça ne leur plaît pas, déjà, Mmh. si ça ne convient Oui, pas et qui sont déjà sur ce besoin d'être dans une certaine excellence, dans quelque chose oui, qui les fait vibrer, en tout cas. absolument, absolument, et c'est pour ça que ça va passer par le chaos, parce qu'à un moment, il va rester sur le marché du travail des personnes qui sont de simples performants, mais la concurrence étant telle, une entreprise performante est vouée à disparaître, parce qu'à côté, il y a une entreprise excellente. Parce que tu penses bien que des personnes comme ça, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand je parle de chaos, qu'est-ce qu'on observe? Des profils comme ma fille, il y en a de plus en plus, il y en a des tonnes, il y en a des millions. Que font ces personnes? Elles se tournent vers l'entrepreneuriat parce qu'effectivement, comme on dirait dans le monde anglo-saxon, finalement, et moi je suis complètement d'accord avec ça, c'est toi qui n'as pas ta place là. Le nombre de fois que j'ai dit à des personnes qui justement étaient en burn-out, qui étaient dans ces situations-là, c'est toi qui n'es pas à la bonne place. Qu'est-ce que tu fais dans une entreprise comme ça? C'est toi qui n'es pas là, c'est toi qui dois partir. Ton supérieur, ton manager, ben, il est à sa place, il fait ce qu'on lui dit de faire. Mais c'est toi qui n'es pas au bon endroit. C'est toi qui dois développer justement d'autres skills. Si tu avais du caractère, comme on dit aux États-Unis, on ne t'aurait pas embauché, tu aurais créé ta propre boîte. Et il m'est arrivé également de dire à des personnes de la génération de ma fille, mais tu fais une erreur personnelle en allant chercher du boulot. Tu fais une erreur personnelle et une erreur professionnelle, parce qu'aucune entreprise n'a intérêt à t'embaucher. Tu as, toi, intérêt effectivement à entreprendre, à trouver des formes différentes de travail, mais aucune entreprise n'a intérêt à t'embaucher, très clairement. Et l'idée, elle est là, c'est qu'à la fin, ces entreprises, elles deviennent quoi? Si justement elles se retrouvent en concurrence avec justement, bah, des petits jeunes qui ont 25 ans, 30 ans, et qui vont truster effectivement les marchés parce que, le copinage, ça va un jour, mais, on est en train de parler d'entreprise, donc on est en train de parler d'argent. L'argent, c'est très froid. Tu le gagnes ou tu le gagnes pas. Tu le gagnes, tu as raison, tu le perds, tu as tort. C'est pas plus compliqué que ça, et c'est pas parce qu'on est plus nombreux à avoir tort qu'on a raison. Et c'est pour ça que je parle effectivement d'un chaos. Sachant qu'en plus, depuis l'année dernière, on est passé dans un endroit que l'on connaît, que l'on attend depuis 40 ans, puisqu'on sait très bien qu'en France, en tout cas, la pyramide, des âges étant ce qu'elle est, tous les boomers sont maintenant à la retraite, tous. Il n'y a plus de boomers, il y en a qui font de la résistance, mais globalement, il n'y a plus de boomers sur le mar qui sont actifs. Ils sont tous à la retraite. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec la génération, au plus loin, la génération, Y, sinon la génération Z, et les alphas sont déjà sur le marché du travail. Tu imagines, je regardais récemment, l'interview d'un petit jeune, le mec au collège, en fait, il a monté un business pour s'amuser. Et il génère, 4 000 000 de chiffre d'affaires. Il est au collège. Tu imagines? Donc qu'est-ce que tu vas raconter comme conneries sur le marché du travail, un gars comme ça? Lui peut t'apprendre à monter une boîte, et tu penses bien qu'un gars comme ça, tu n'as personne ne peut l'embaucher. D'ailleurs, il n'a envie d'être embauché par personne, crois-moi, mais l'idée est vraiment là. Donc forcément, et qu'est-ce qui arrive en fait à ces gens-là, en tout cas en Europe latine et particulièrement en France, c'est que ces gens quittent le pays. Ces gens quittent le pays. J'habite aux Émirats, hein, je sais de quoi je parle. Ces gens quittent le pays parce qu'ils ne peuvent pas de toute façon y rester. L'environnement justement n'est pas favorable. Et en 2024, lorsque l'environnement n'est pas favorable, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on en change. En 1900, quand l'environnement n'était pas favorable, on le subissait. En 2024, quand l'environnement n'est pas favorable, on change d'environnement. On prend un billet d'avion et puis on s'en va de l'autre côté de la Terre. Il y a quand même des entreprises qui changent. Oui, heureusement. Mais ces entreprises, justement, ont intégré ces nouveaux paradigmes-là. Et souvent, ces entreprises ne sont pas dirigées par des dinosaures et des crotables, hein. Pour les gens qui veulent aller plus loin, est-ce que tu as un livre à nous conseiller sur les sujets que l'on a abordés et peut-être nous parler de ton livre à toi également? Mon Dieu. Alors, mon livre à moi, il n'est pas encore sorti, mais il arrive. Le livre s'appelle justement « Rendre conscient l'inconscient ».
où je vais expliquer justement les fondements scientifiques. Alors, pas que neuroscientifiques, il y a différentes écoles, hein. On a la neurocardiologie, la biologie moléculaire, les neurosciences appliquées, la science de l'information, la physique quantique, où j'explique justement comment est-ce que, et c'est traduit en français courant, je rassure tout le monde, comment est-ce qu'on peut déceler justement ces systèmes inconscients rien qu'en observant ces expériences de vie. Alors, ça demande une certaine abnégation et une grosse, grosse, grosse honnêteté intellectuelle. Et ça demande surtout d'admettre qu'il y a une seule personne qui est responsable de nos expériences de vie, c'est nous-mêmes. Pour beaucoup, c'est une bonne nouvelle. Enfin, pour certains, c'est une bonne nouvelle, mais pour beaucoup, c'est pas audible, c'est pas entendable. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine hype autour de la posture victimaire. Mais l'idée, c'est que en fait, chacun existe à travers la chose dont il a été victime. Donc, chacun se positionne comme étant une victime. Et l'idée, c'est que pour sortir finalement de l'ornière, il faut sortir de sa posture victimaire et prendre la totale, et j'ai bien dit la totale, j'ai pas dit en partie, j'ai pas dit moitié-moitié, j'ai même pas dit en grande partie, j'ai dit la totale responsabilité de ses expériences de vie. Et donc, ce livre, en fait, tourne autour de ça. Il est inspiré, alors pour le coup, je peux donner des références qui m'ont inspiré. Le livre Becoming Supernatural, Devenir super inconscient du docteur Joe Dispenza, auquel j'ai aussi participé. Tous les écrits du docteur Bruce Lipton, qui est le père de l'épigénétique, y compris la biologie des croyances. Alors, pour le coup, la biologie des croyances, c'est une sommité. Franchement, j'ai regretté de ne pas avoir lu ce livre plus tôt. Vraiment, ce livre, je crois qu'il a sorti l'édition, du 20e anniversaire parce que ce livre n'est pas récent. Mais vraiment, c'est typiquement le livre que j'aurais dû avoir lu il y a 20 ans, très clairement. Et donc, la biologie des croyances et puis, pour faire sens, je crois que c'est le genre de livre qu'on devrait offrir aux enfants, les 4 accords Toltec. Vraiment. C'est vraiment un livre qu'on devrait offrir à des enfants. Qu'ils le lisent, vraiment. C'est parce que alors bien évidemment, il y a pas de référence scientifique, mais c'est impressionnant comme tout ce que j'ai, appris, tout ce que je continue à découvrir dans mes recherches et dans mes travaux, parce que j'adore, rechercher, donc je fais encore de la recherche. Ben, tout se résume à ça, en fait, tout se retrouve là. Lorsqu'on parle de rapport humain, je n'ai pas trouvé une seule situation de vie qui échappe, en fait, à cette lecture des 4 accords Toltec. Vraiment. Merci bien pour ces partages. Où peut-on te retrouver? Alors, on peut me retrouver partout sur le web, l'écosystème digital, donc mon site romeocournal.com, et on va faire simple. Et puis, je suis, comme je dis, sur tout l'écosystème digital, donc YouTube, Facebook, Instagram et maintenant TikTok, puisque ma fille s'en occupe. Et j'invite particulièrement les personnes, tu sais, un mercredi sur deux, je suis en live sur un groupe Facebook qui s'appelle Grandir dans l'épreuve et dans l'amour. Et en fait, ça dit bien tout ce que ça dit. Grandir de l'épreuve, c'est-à-dire qu'on se sert de l'épreuve, on se sert du chaos pour grandir et non pas pour souffrir. Parce que si on ne se sert pas d'une épreuve pour grandir, on s'en sert forcément pour souffrir. Et je sais ce qu'est une épreuve. Je sais, je suis spécialisé dans l'accompagnement des victimes de traumas sexuels. Je sais ce que c'est. Je suis d'ailleurs spécialisé dans la formation des accompagnants de victimes de traumas sexuels. Je sais ce qu'est une épreuve. OK? La bonne nouvelle, c'est qu'aucune épreuve, en fait, ne peut, empêcher à quelqu'un de croître, pour peu qu'il ait la posture qui le permette. Encore une fois, on est seul responsable de ce qui nous arrive. En tout cas, de ce qu'on en fait. Responsable, mais pas alors j'aurais envie de dire responsable, mais pas coupable. Ben, parce que la culpabilité est un point de vue, en vrai. D'ailleurs, si on est responsable, on n'est forcément pas coupable. Les 2 s'opposent. Du point de vue de l'accompagnement neuro-émotionnel, si je suis coupable, c'est que je ne suis pas responsable. Si je culpabilise, c'est que je ne prends pas la responsabilité. Et si je prends la responsabilité, je ne culpabilise pas. Alors je te propose de terminer en tirant un nombre de 1 à 9 Ah! et puis, heu
je vais te laisser exprimer ce qui te vient, donc par rapport à tout ce qu'on a dit, hein, ou Mmh. peut-être à ton parcours professionnel, donc en lien en tout cas avec notre sujet principal, le travail, ou Mmh. peut-être même avec ta vie, hein, Mmh. bien sûr. Mmh. Donc, je suis en train. Hop là, c'est le 6. Ah, le 6. Ah, le 6. Excellent le 6. Tu peux réfléchir 2 minutes. Ah ben, écoute, même sans réfléchir, ce que j'aime beaucoup dans le 6, tu vois, c'est ça corrobore tout à fait mon discours. Tu m'as dit le 6, Oui, mais non, c'est un 9. Tu vois l'idée? Et c'est véritablement ça, en fait. Ce que ça m'inspire, c'est ce que j'ai appelé la loi de Cournal, tant qu'à faire. Je me suis inspiré de Schopenhauer et j'ai fait un mash-up de Schopenhauer et la loi de Schopenhauer dit que toutes les idées révolutionnaires passent par 3 phases. Elles sont d'abord vues par la masse comme étant stupides, puis comme étant, dangereuses, puis comme étant évidentes et en fait, là, Roméo Cournal, il vient avec ses gros sabots et il dit que tout ce qu'un homme peut produire comme pensée ou comme écrit et j'ai bien dit tout, y compris les écrits qui sont dits sacrés, tout ce qu'un homme peut produire, comme pensée ou comme écrit peut être regardé d'un point de vue à partir duquel c'est totalement stupide. La même chose peut être regardée d'un point de vue à partir duquel c'est dangereux. La même chose peut être regardée au même moment d'un point de vue à partir duquel c'est évident, voire même souhaitable. La différence, c'est quoi? Lorsque je me place d'un certain point de vue, j'ai l'expérience de vie qui va avec. Même les propos que je viens de tenir, je sais qu'ils sont stupides d'un certain point de vue. Et les personnes qui pensent que c'est stupide ont complètement raison. Elles en auront la preuve. L'expérience de vie qui va avec le point de vue selon lequel ce que je viens de raconter est stupide, elle est ce qu'elle est. On va dire que c'est l'expérience de vie A. L'expérience de vie qui va avec le point de vue selon lequel ce que je dis est dangereux, l'expérience de vie B. L'expérience de vie qui va avec le point de vue selon lequel ce que je dis est évident, voire souhaitable, on va l'appeler l'expérience de vie C. Je préfère l'expérience de vie C. D'accord? Il y a des gens qui préfèrent le A, ils ont raison. Il y a des gens qui préfèrent le B, ils ont tout à fait raison. Moi, je préfère le C. Et l'idée, c'est vraiment ça. Pourquoi je dis qu'on va passer par le chaos avant de reconstruire? Parce qu'il y a un paradigme qui est fondamental, qui est en tout cas indispensable pour les temps à venir, c'est celui de la coexistence. C'est celui de passer du monde du ou au monde du et. Ce que je dis est stupide et évident. Il est à la fois stupide, à la fois dangereux et à la fois souhaitable. Tout est une question de point de vue. Et l'idée, c'est que chaque être humain sur cette terre a précisément le droit de coexister avec des personnes qui pensent totalement différemment et même à l'inverse de lui. Et ça, tu as dû remarquer que dans l'histoire de l'humanité, les êtres humains, particulièrement les hommes modernes, ne sont pas très, très forts là-dessus. Mais du coup, on arrive dans un temps, il va falloir qu'on trouve la solution. Parce que de toute façon, hein, comme dit Martin Luther King, on va mourir comme des moutons. Ou on va tous vivre ensemble comme des frères, ou on va tous mourir comme des moutons. C'est un choix. C'est un choix. Et ça, pour le coup, c'est de la responsabilité de l'humanité. 6 ou 9. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai les développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous le premier jeudi de chaque mois pour une nouvelle interview. Pour être averti des nouveaux épisodes, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneétincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneétincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées, des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneétincelle.fr. À bientôt!